Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc dans notre nouvel épisode du talk show Mode créatrice d'envie, comment devenir consommateur. Donc, je suis Natacha Ruiz, co-auteure du guide de la mode éco-responsable et fondatrice de Poesia. Donc ce talk show a vu le jour à l'occasion de la sortie du guide de la mode éco-responsable qui a été coécrit avec Alice Lehoux et publié par Mango Éditions. Donc ce talk show a vraiment pour vocation d'inviter des experts de l'industrie pour permettre au grand public de mieux comprendre les coulisses de l'industrie de la mode et du textile pour qu'ensemble, on puisse co-créer l'industrie de demain pour la rendre plus vertueuse et responsable. Alors, le thème du jour, c'est l'autonomie vestimentaire. Alors, qu'est-ce que l'autonomie vestimentaire? C'est un terme qui englobe plusieurs choses qu'on va voir plus précisément durant cet épisode, notamment la réparation, l'upcycling, le sur-mesure. Donc, c'est une nouvelle façon on va dire, une façon de s'habiller qui existait déjà depuis bien longtemps, mais qui revient de plus en plus dans nos habitudes de consommation et aussi qui crée un nouveau rapport en fait aux vêtements. Et bien évidemment, qui a aussi un impact positif sur l'environnement puisqu'on va lutter contre le gaspillage notamment. Alors aujourd'hui, je suis avec deux expertes donc de la mode et du textile éco-responsable qui sont Catherine Dauriac et Isabelle Cabrita. Donc, Catherine Dauriac, qui est une des contributrices du guide de la mode éco-responsable, qui nous a apporté sa vision au sein du guide pour nous partager ce que c'est l'autonomie vestimentaire pour elle, notamment. Alors, Catherine, tu es journaliste engagée pour la défense de l'environnement et spécialisée autour de l'éthique dans la mode depuis 2003 déjà. Tu es actuellement rédactrice adjointe aux impacts pour la revue papier You Made, donc une nouvelle revue dédiée à la mode libre. Alors, les sujets de prédilection que tu traites notamment dans tes articles, dans le livre que tu es en train d'écrire et dans tes conférences, c'est les matières écologiques et la responsabilité environnementale et sociétale de l'industrie de la mode. Tu as également donc cofondé le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la Fabrique idéale, donc qui a pour motto l'autonomie vestimentaire par le biais de la réparation ornementale des vêtements. Donc, tu vas nous expliquer plus précisément en quoi ça consiste. Et tu es parallèlement présidente de l'association Fashion Revolution France. D'autre part, nous avons donc Isabelle Cabrita. Alors toi, tu es designer et architecte d'intérieur. Tu es la fondatrice de Good Gown Paris. Donc c'est un nouvel écosystème dédié à la transition durable par l'expérimentation textile. Donc toi et ton équipe, donc, vous organisez des événements participatifs, des ateliers créatifs, notamment autour de l'expérimentation textile, ainsi que des expositions et des conférences thématiques. Donc, tu es passionné de couture et tu aimes tout ce qui est transmission, apprentissage et tu mets tout cela au service d'une cause qui te tient à cœur, la lutte contre le gaspillage et la surconsommation textile. Alors, on va tout de suite voir avec vous plus précisément en quoi consiste l'autonomie vestimentaire. Mais avant tout, pour tous ceux qui nous ont rejoints, n'hésitez pas à poser vos questions. On répondra à la fin plus précisément à toutes vos remarques. Donc, alors Catherine, est-ce que tu peux commencer en nous expliquant justement en quoi consiste l'autonomie vestimentaire pour toi notamment? Alors, l'autonomie vestimentaire, c'est un hashtag que j'avais lancé sur Instagram en 2016 au moment du lancement de la Fabrique idéale. La Fabrique idéale, c'était, alors je dis c'était parce que les choses ont un peu changé depuis. C'était un projet de tiers-lieu pour comment dire, autour du textile, et surtout du vêtement, mais autour du textile aussi, par exemple les tissus d'ameublement, le linge de maison, etc., qui devait donc prendre place à Paris et pour lequel nous n'avons pas pu récolter les fonds nécessaires. 2016, c'était un peu tôt. Donc, on a continué le processus en organisant des ateliers nomades autour de la réparation du vêtement, notamment la réparation ornementale, mais aussi en donnant des cours de couture, des cycles de 8 heures, de 8 séances de formation entre, par exemple, on en a fait plusieurs, mais le plus important, c'était entre l'idée et le concept, l'éco-conception d'un vêtement à partir du dessin jusqu'à sa réalisation finale sur mesure, en passant par toutes les étapes. Donc, la création d'un patron, la mise en mesure, le choix du tissu, évidemment tout ça enrobé de conseils d'éco-conception, de conseils sur les matières
Et voilà. Ouais, Qu'est-ce tu que je peux, nous qu'est-ce en que je diras peux plus tout raconter? à l'heure Oui, aussi. alors depuis, bon, c'était une coopérative à l'époque, elle a fermé, donc tout ça s'est passé en 2016, 2017, 2018. Et depuis 2018, j'organise des ateliers donc de réparation par la broderie ou par la réparation visible. Voilà. Et des conférences autour de mon métier de spécialiste de la mode responsable, comme on dit aujourd'hui. Mais il y a bien plus à dire. Oui, Je donc pense tu nous qu'Isabelle en va diras nous… plus tout à l'heure aussi. Et du coup, pour toi, Isabelle, c'est quoi alors l'autonomie vestimentaire? Euh, L'autonomie vestimentaire, c'est une forme de liberté. C'est-à-dire que c'est une façon de se détacher des injonctions et des pulsions pour reprendre un peu le pouvoir sur les choix qu'on fait, sur le temps qu'on prend pour construire son vestiaire, pour le soin qu'on prend à faire en sorte que ça nous ressemble. Et aussi, c'est les moyens qu'on met pour entretenir, faire durer et respecter les pièces qu'on achète ou qu'on récupère ou qu'on nous donne. Voilà. Et ça passe par des petits gestes qui n'ont l'air de rien mais qui sont très très importants. Ok, bah merci. Et finalement, est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter l'évolution de cette autonomie vestimentaire parce que c'est pas nouveau, hein, c'est des choses qui existent depuis très très longtemps. Et donc aujourd'hui, on en parle comme quelque chose, limite une nouvelle tendance, mais c'est quelque chose que vous connaissez depuis des années déjà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'évolution, notamment Catherine, tu peux nous en parler plus précisément? Oui, l'autonomie vestimentaire, c'est comme ça qu'on a toujours conservé son vestiaire depuis la nuit des temps. J'imagine que nos ancêtres du paléolithique, quand ils avaient réussi à tuer un ours et à tanner sa fourrure, ils jetaient pas la fourrure aux oubliettes au bout de 2 ou 3 saisons. Donc, au cours du temps, évidemment, on a toujours pris soin de ses vêtements, on a toujours réparé, on a toujours conservé et souvent transmis, surtout le linge de maison, bien sûr, mais aussi les vêtements qu'on pouvait avoir. Et quel que soit le niveau de société dans lequel on était, des princes jusqu'aux paysans et tout le monde. Les vêtements étaient rares, les vêtements étaient rares. Et c'est la rareté du vêtement qui fait qu'on avait besoin de le réparer. Donc ça, c'est un point de départ que j'espère que personne n'a oublié. Alors, moi, ce que je peux en dire d'un point de vue historique, sans vouloir remonter très très loin, mais par exemple, pour moi, par exemple, l'autonomie vestimentaire, c'est quoi? Quand j'étais petite fille, on allait se faire ses vêtements par une couturière. Ma grand-mère, ma mère se faisait faire ses vêtements, tout le monde habillé sur mesure du coup, puisqu'on choisissait son patron, on choisissait son tissu et ensuite la couturière élaborait le vêtement à la mesure du client. Ça, c'est une chose qu'on a perdu de vue depuis les 30 dernières années, ou peut-être les même 40 dernières années. Et comment est-ce que c'est revenu ce concept de faire attention à son vestiaire et surtout cette idée autour de l'upcyclage et de la deuxième main, parce qu'on n'a pas parlé de la deuxième main encore, mais la deuxième main, c'est quelque chose qui revient très fort aujourd'hui et que nous, la génération précédente, parce que j'en fais partie, a connu, on s'habillait quand on était étudiant, on s'habillait au puce. Bon, voilà, ça c'était dans les années 80. Et dans les années 80, c'était déjà les débuts de la fast fashion. La fin des années 80, c'était déjà les débuts de la fast fashion. Donc des vêtements un peu moins bien fabriqués, un peu plus, comment dire, jetables. À la fin des années 70, est apparu un mouvement, le mouvement punk, avec, avec un vestiaire
bien particulier. Le mouvement punk, c'était nos futurs. Okay. C'était aussi le do-it-yourself. Et par exemple, à l'époque, quand on était punk, on portait des t-shirts déchirés, des jeans déchirés, et on ne les trouvait pas au magasin. Hein. Il fallait les faire soi-même. Donc, on a fait beaucoup de vêtements nous-mêmes à cette époque-là. Et qui nous a donné cette idée et ces inspirations? Eh bien, c'est Vivienne Westwood. Vivienne Westwood, qui à l'époque avait une boutique qui s'appelait Sex, à Londres, dans l'ouest de Londres. Je ne me souviens plus l'adresse, mais elle existe toujours, hein, cette boutique. Elle ne s'appelle plus comme ça, mais c'est toujours sa boutique à Londres. Et donc, elle a inventé le look punk. Ça, c'était la fin des années 70. Et au cours début 90, 91, 92, 93, est arrivé le minimalisme dans l'histoire de la mode, dans les grandes tendances. Et parallèlement au minimalisme, on a eu l'émergence de créateurs qui venaient d'Anvers, le groupe d'Anvers, et parmi eux, Martin Margiela. Et Martin Margiela, qu'est-ce qu'il a apporté à la mode internationale? Il a apporté justement ce goût du vêtement du passé, du vêtement bien fait. Il a donc été chiné aux puces des vêtements, il les a déconstruits, reconstruits. Ça, c'est vraiment les débuts de l'upcycling qui rentrent dans nos tendances, dans l'histoire de la mode. Hein. Donc ça, c'est 93, 94, 95. Martin Margiela a porté l'upcycling jusque dans le luxe avec sa collaboration avec Hermès. Voilà. Alors, bon, ça, c'est une partie historique. Je ne veux pas endormir les foules. Je pense que tout le monde connaît cette histoire de la mode, mais je voulais juste le rappeler parce que c'est très important, hein, de connaître ses racines, de connaître son histoire quand on est un jeune designer d'aujourd'hui. Et voilà. Pour moi, ces deux personnes, Vivienne Westwood et Martin Margiela, sont vraiment fondateurs de mon amour des vêtements et de mon engagement militant d'aujourd'hui. Et du coup, comment tu expliquerais qu'aujourd'hui, justement, l'autonomie vestimentaire, elle a repris tant de place, en fait, elle reprend une nouvelle place, en fait, dans nos modes de consommation, de rapport aux vêtements. Ça serait lié à quoi? Bah, c'est lié à l'urgence écologique. Hein. On se rend compte aujourd'hui que les 50 dernières années ont été catastrophiques au niveau social, au niveau environnemental et au niveau économique. Là, on vit de plein fouet une crise sanitaire mondiale qui engendre déjà des problèmes économiques mondiaux, notamment pour la mode. Hein. Les derniers chiffres de l'IFM, c'est 25% à 30% de consommation de vêtements en moins depuis le mois de mars de cette année. Ça implique énormément de fermeture de boutiques, de fermeture de boîtes, de maisons de couture, de créateurs, de designers. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte en fait qu'on explosait, qu'on étouffait, qu'on était encombré par tous ces objets et notamment les vêtements qu'on a consommés. Bon, je dis au moins parce que je ne m'inclus pas dedans, mais je m'inclus dedans quand même parce que c'est notre civilisation en fait. C'est ce qu'on est en train de vivre. Donc pour pallier à ce gâchis monumental, à cette compulsion d'achat, comme tu disais Isabelle tout à l'heure, aujourd'hui, il faut qu'on se retourne un peu vers l'intérieur, vers nos garde-robes à nous, qu'on les trie, qu'on les trie d'abord, hein, qu'on essaie de les faire tourner aussi, de porter plus que 30% de ce qu'elles contiennent, et surtout qu'on les répare et qu'on les aime et qu'on aime nos vêtements. À Fashion Revolution, on dit « loved clothes last », les vêtements qu'on aime durent, mais ils durent pourquoi? Parce qu'on les regarde, parce qu'on les aère, parce qu'on les prend sur nous pour sortir dehors, pour se montrer au monde. Pourquoi? C'est comme ça qu'on va y arriver, je pense. Hein, c'est comme ça qu'on va y arriver, en remettant au goût du jour nos vestiaires, les vêtements qu'on a choisis un jour parce qu'on les aimait ou peut-être sur un coup de tête. Et voilà. Donc, moi, je pense que oui, les habits chéris durent plus longtemps. Oui, tout à fait d'accord. Et pour toi, Isabelle, du coup, ce serait quoi l'impact de cette autonomie vestimentaire, l'importance d'y revenir?
Moi, je pense qu'on y revient parce que c'est une manière de porter ses valeurs. C'est-à-dire qu'on on assume des choix de renoncement parfois, de simplicité par les choix qu'on fait, par le nombre de pièces qu'on peut avoir. Et je pense que ça attire pas mal de monde. Il y a aussi une contrainte économique parce que même des t-shirts à 3 euros, au bout d'un moment, ça finit par coûter cher. Surtout quand on s'aperçoit qu'ils ne durent pas longtemps et qu'ils ne ressemblent plus à rien au bout de très peu de temps. Donc, voilà, c'est le problème, hein, c'est que C'est sûr. une fois porté, une fois lavé, 2 fois, 3 fois, après c'est fini, hein, ça ressemble vraiment plus à grand chose. Et on peut même pas en faire des chiffons parce que pour ça non plus, c'est pas terrible. Donc voilà, je pense que l'information commence à passer et que c'est pour ça que les gens commencent depuis plusieurs années à changer leurs habitudes. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé justement à t'y intéresser à l'autonomie vestimentaire, toi, Isabelle? Comment tu as donné cette place dans ta vie à cette autonomie? Alors ça a toujours fait partie de ma vie parce que j'avais une maman qui savait coudre, qui me faisait des habits quand j'étais petite et même plus grande, qui se faisait des tailleurs, des très jolies robes. Et il y avait une boîte à couture à la maison, une machine à coudre, donc j'ai utilisé tout ce matériel assez tôt. Et puis intéressée par la mode, mais pas nécessairement en capacité de m'acheter des pièces qui me plaisaient. Il m'est arrivé de les faire moi-même, de me faire un manteau comme je voulais. Je sais pas, j'avais 25 ans, je me suis fait un très beau manteau avec un coupon que j'avais acheté au marché Saint-Pierre. Et j'avais même réussi à le doubler. Et j'ai là impressionné ma mère hein, parce qu'elle m'a dit « Oulala, tu vas avoir du mal ». Parce que doubler, c'est compliqué. Mais j'ai réussi. Donc voilà, c'est le plaisir en fait très tôt que j'ai constaté à transformer. Pour moi, la transformation, c'est une chose très importante. C'est-à-dire qu'on a une matière qu'on prend, une pelote de laine, un morceau de tissu, et ce morceau de tissu, ça devient une robe, un vêtement, et ça devient un objet. Et voilà, ça rejoint un peu ma vocation de designer, cette idée de transformation et de, comment dire, de création. Ok, merci. Et toi, Catherine, alors? C'est aussi comme Isabelle depuis toujours ou c'est quelque chose... Oui, c'est depuis toujours avec mon arrière-grand-mère qui était couturière, mes deux grand-mères qui tricotaient, c'était des championnes du tricot. Et puis bon, quand on était en vacances, ben, qu'est-ce qu'on faisait l'après-midi? On brodait, on faisait des petits cahiers avec les points de broderie. Et d'ailleurs, ce matin, quand j'ai repensé à ce que je t'avais dit pendant qu'on préparait ce talk, mais en fait, j'ai une anecdote qui m'est revenue à l'esprit que j'avais complètement oubliée. Quand j'étais ado, j'étais pensionnaire dans un couvent. Et donc, dans ce couvent, on n'avait pas vraiment un uniforme. On devait être habillé sobrement, bleu marine, etc. Mais on portait des blouses. Alors, les générations d'aujourd'hui ne savent pas trop ce que c'est qu'une blouse. Moi, je vous explique. En fait, c'est quelque chose qu'on met par-dessus ses vêtements. Et on avait des blouses qui changeaient selon les semaines. On avait une semaine beige, une semaine à carreaux. Et je me souviens d'un atelier de couture qu'on avait monté parce qu'on s'ennuyait le jeudi après-midi ou le mercredi, je ne sais plus quand c'était à l'époque. Et moi, j'avais brodé mes initiales sur la mienne. Et du coup, toutes mes copines voulaient la même chose parce que pour se différencier, voilà. Et donc, on avait monté cet atelier de broderie et on avait toutes nos initiales sur le cœur, plus ou moins grandes, plus ou moins bien brodées. Mais voilà, je me suis souvenue de ça et j'en avais pas parlé l'autre jour quand on préparait. Mais oui, en fait, c'est ça, c'est prendre une aiguille, prendre une aiguille, du fil et un bout de tissu et puis on peut faire des merveilles. Il suffit de laisser son imagination courir et il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas de limite. Bah, merci hein, de nous partager ça. C'est vrai que notre, on va dire la génération des années 88, c'est vrai qu'on a moins été formés plus petits à ce genre de choses. Moi, ma grand-mère m'a un petit peu initiée au crochet.
un petit peu à la broderie, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui se transmet vraiment dans nos nouvelles générations. Donc, c'est bien que vous puissiez justement créer ces ateliers dont on va parler plus précisément. Donc, vous êtes vraiment très impliqués, puisque tu disais déjà, Catherine, toi, c'est la fabrique idéale. Toi, Isabelle, c'est Good Gang Paris. Mais concrètement, vous pouvez nous en parler un peu plus précisément. Qu'est-ce que vous avez déjà mis en œuvre? Qu'est-ce que vous développez actuellement pour transmettre justement cette envie de se tourner vers l'autonomie vestimentaire? Tu veux commencer, Isabelle, ou Catherine? Oui. Comme vous voulez. Bien. Alors, Good Gang Paris, c'est une continuité parce que j'avais déjà créé une association à Bordeaux qui s'appelait Mille et une mains. Alors, je ne sais pas s'il y a des mille et une mains qui regardent ou qui regarderont, donc je les embrasse très fort. Et voilà, il me manque beaucoup, mais j'ai trouvé à Paris plein de gens très inspirants. Et donc, c'était déjà les arts du fil et la transmission de savoir-faire. Good Gang Paris, c'est ça, plus la préoccupation pour l'environnement. Et donc, ça ajoute une dimension supplémentaire. Et concrètement, l'idée, c'est de passer par la création et l'expérimentation pour rentrer dans le sujet du textile sans être tout de suite inquiété par les chiffres et stressé par le fait de savoir à quoi on va renoncer tout de suite, parce que les changements, c'est compliqué. Et si on s'approprie la chose en apprenant à être créatif, en récupérant des savoir-faire très simples, je pense qu'on peut arriver à s'engager un peu plus facilement. C'est aussi une façon de prendre conscience. Peut-être du fait qu'on ne sera pas un champion ou une championne de l'aiguille et que donc on va aller chercher un couturier pour faire les choses qu'on ne sait pas faire. Mais au moins, c'est expérimenter et éprouver les possibilités. Donc ça passe par des ateliers, des conférences qu'on propose aux entreprises, aux marques pour faire des ateliers en boutique, comme on l'a déjà fait juste avant le confinement, avec une marque pour hommes. Et donc, c'était intéressant de voir que les hommes étaient très friands de tout ce qu'on pouvait leur donner comme truc pour réparer ce qu'ils avaient comme pièce préférée. Voilà. Et donc, à part ça, c'est aussi l'engagement avec Fashion Revolution, dont on n'a pas encore parlé, mais on fait beaucoup de choses ensemble avec Fashion. Justement, si tu as fini, je peux embrayer C'est là-dessus. le trait d'union. Voilà, parfait. Ouais, ouais. Alors, moi, pour la Fabrique idéale, la Fabrique idéale, c'est un projet qui date de 2015, qui a été mis en place tout début 2016. Et pourquoi 2015? Parce que, en fait, ça date évidemment, bien sûr, de mon engagement avec Fashion Revolution, puisque Fashion Revolution, pour le rappeler, c'est cette ONG mondiale. Et hier, j'écoutais un live sur Instagram donné par Orsola Di Castro, notre cofondatrice. Elle évoquait, en fait, elle disait que Fashion Revolution, c'était devenu la première ONG mondiale pour la mode responsable. Donc, on s'en doutait un peu, mais là, elle nous a annoncé les chiffres. Donc, voilà, on est reconnu comme une des premières, pas la première comment dire, en apparition, hein, mais la première en chiffres, en nombre total d'adhésions et comment dire, en résultats sur les marques et sur les gouvernements. Donc, on est très fiers, finalement, nous, de représenter le bureau français. Voilà, bon, fini pour la publicité. Oui, je n'ai pas perdu le fil, ne vous inquiétez pas. Je regarde l'heure aussi parce que je suis trop bavarde. Alors, pourquoi la Fabrique idéale? Parce que en 2013, Rana Plaza, lancement de Fashion Revolution. Moi, je suis impliquée à partir de 2014, donc la première année, la première année anniversaire. Et en 2015, on parle avec des créateurs, des entrepreneurs, etc. Et on se dit, non, mais là, il faut lier la mode et l'environnement. Et c'est là qu'on te rejoint, Isabelle. Évidemment, l'industrie textile, elle est préoccupante au niveau de ses impacts sur le social, sur les ouvriers
qui fabriquent nos vêtements, mais aussi sur l'environnement. C'est la 8e, c'est 8% des gaz à effet de serre mondiaux, mais c'est une des, alors on dit la 2e, mais c'est pas la 2e la plus polluante au monde, elle est dans le top 5. Mais de toute façon, il faut arrêter. Aujourd'hui, on peut plus continuer comme ça. On peut plus extraire et continuer à extraire des matières, du pétrole pour faire des tissus polyester à base de pétrole. Enfin bon, tout ça, c'est fini. Il faut arrêter. Il faut produire beaucoup moins. Déjà, personne ne le dit parce que toutes les marques responsables, qu'est-ce qu'elles font finalement? Elles produisent encore et encore. Aujourd'hui, il faut arrêter de produire, si possible, en tout cas beaucoup moins. Et quand je dis beaucoup moins, c'est drastiquement moins, c'est au moins 50 à 75% de la production qui doit chuter. Ça, alors évidemment, bien sûr, dans un pays où on ne parle que de croissance, c'est pas du tout entendu, ni par les gouvernements, ni par les entrepreneurs. Mais par contre, si on ne le fait pas, on va dans le mur. Et on est déjà dans le mur. Donc, on va le traverser certainement. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ce mur, mais de toute façon, il va falloir drastiquement couper la production. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, on a fondé, la Fabrique Idéale, c'était un tiers-lieu. L'idée, c'était un tiers-lieu autour de la couture en France, à Paris notamment, parce qu'on s'est rendu compte qu'à l'époque, en 2014-2015, il n'y avait aucun lieu où les gens qui voulaient apprendre à coudre ou apprendre à réparer leurs vêtements pouvaient se retrouver et pouvaient trouver dans un seul lieu toutes les possibilités de cours de couture, de partage de machines, de soirées autour des problèmes environnementaux et textiles. Enfin bref, voilà. Donc, depuis, il y a la textilerie qui a ouvert et donc on est ravis parce que voilà, nous, on n'a pas réussi, mais la textilerie, ils ont à peu près réussi sur le même concept et c'est très bien. Et donc, voilà. Nous, oui, c'est à Paris la textilerie. Oui, c'est le même concept. C'est un lieu physique où on peut se retrouver autour de ces problématiques et apprendre à coudre et partager les machines qui existent, qui sont là, qui sont des machines professionnelles. Et donc voilà, ça manquait. Et ça, c'est formidable. Et j'espère qu'il y en aura d'autres dans toute la France. Ouais, il y en a. Par exemple, pour reparler de Fashion Revolution, on n'en parle jamais assez. Hier, j'ai fait un live avec Fashion Revolution Clermont et ils ont donc l'association Flax Clermont qui a un café citoyen et où ils font exactement la même chose depuis 3 ans et ça marche très bien à Clermont-Ferrand. Bon, voilà. Ouais. À Bordeaux, il y a un endroit qui s'appelle Sous Hélène, qui existe depuis une dizaine d'années, avec qui j'ai fait des choses au titre de Mille et une mains. Et c'est un endroit qui a vraiment commencé dans un local très sympa, mais tout petit, et qui a grandi. Et c'est un super projet, quoi. Ah ouais, super projet. Suellen, oui, bien sûr. Il y en a partout, hein, quand on regarde à Toulouse, à Lille, à Roubaix, il y a le plateau fertile. Enfin bon, il y a des endroits comme ça, il y en a plein. Ils sont plus ou moins avancés vers des collaborations avec des grandes marques. À Roubaix, ils collaborent avec les grandes marques qui sont installées là-bas, enfin les grandes marques, les grandes chaînes nationales qui sont installées dans le Nord. Donc ça fonctionne, quoi. Et concrètement, alors, quels sont les types d'ateliers qui sont proposés, par exemple, par Groupe Gant Paris ou la Fabrique Idéale? Ce que vous proposez au grand public? On avait parlé de plusieurs types d'ateliers, les coutures du quotidien. Est-ce que Isabelle, tu peux nous en parler plus précisément? Ça commence par les bases. Recoudre un bouton, faire un petit bout d'ourlet, refaire un petit morceau de couture. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à apprendre à le faire à la main parce que c'est très accessible. Je veux dire, il suffit d'une aiguille. Alors moi, j'en ai sur mon bureau. Hein, ça coûte vraiment pas cher. Il y a des sets d'aiguilles de plusieurs tailles. Pour moins de 3 euros, on peut avoir des aiguilles et encore 2 euros, on a du fil et on sait déjà s'en sortir. Donc, les premiers ateliers, c'est ça, c'est les basiques. Et ensuite, c'est la réparation visible. On a des petites photos pour montrer ce que c'est justement la réparation visible. Alors.
Mais vas-y, hein, continue pour Oui, donc la réparation visible, c'est une forme de… Oui, ça c'est pendant l'atelier chez Homecore. Ouais. Donc c'est un jeune homme qui avait un bouton à recoudre. Et donc il y a des astuces à savoir, c'est qu'au niveau du col, il y a un peu plus de tissu, donc il ne faut pas trop serrer le bouton, sinon on ne peut plus fermer sa chemise. Donc voilà, c'est des petites bases comme ça que j'apprends. Et la photo suivante, c'est un pull en cours de réparation. Ah oui, celle-ci, ouais. Voilà. Avec un champignon à broder pour faire le support. Ça peut être un œuf en bois comme on utilisait pour les chaussettes ou une pomme si on n'a pas de matériel et du fil à repriser. Et donc, c'est une technique très simple qui ne demande qu'à savoir faire le point de base qui est le point avant. C'est le point qui est le plus simple. Et donc ça, ce serait le rendu final. Et ça, c'est le rendu final. Et le pull, je l'ai en vrai. Ah, super. Parce qu'il a été attaqué par des mites. D'accord, ok. C'est le dos. Et à chaque fois, il y a une couleur différente. Et ce qui est intéressant dans cette technique, c'est que c'est visible. Ça ne cherche pas à se fondre dans le décor. Au contraire de ce qu'on appelait le ravaudage. Enfin, le ravaudage, c'est plus ou moins bien fait, mais le reprisage ou le stoppage, qui sont des techniques assez élaborées pour reproduire le tissu ou la matière qui est abîmée. Là, c'est vraiment un manifeste qu'on peut porter sur soi et c'est ça qui, pour moi, représente le fait de porter ses valeurs. C'est-à-dire qu'on a un pull, on l'aime, il est en laine. Il faut savoir que pour faire un pull en cachemire, il faut 4 chèvres, le pelage de 4 chèvres environ. Donc, c'est des ressources, c'est du temps et c'est de la valeur ajoutée, du savoir-faire. Donc, c'est pas parce qu'on a un trou sur un pull qu'on va le bazarder. Et il faut savoir aussi que les vêtements qu'on donne aux collectes ou dans les box qui sont récupérés par les associations comme le Relais, Emmaüs, etc. Si le vêtement est abîmé, s'il lui manque un bouton, s'il y a un petit trou, il part à la destruction. Qu'il soit très beau ou pas très beau, c'est pareil. Parce que dans la chaîne, pour l'instant, dans la chaîne, il n'y a pas la réparation, ou très peu. Donc, c'est beaucoup de pièces qui peuvent comme ça disparaître, alors qu'elles pourraient encore être utilisées en tant que vêtements. D'accord. Et tu veux nous parler un petit peu aussi de l'upcycling et du sur-mesure? Vous faites ce genre d'atelier? Alors, l'upcycling, oui. Pas encore de façon très développée, mais parce qu'en fait, il faut un peu plus de matériel. Mais l'upcycling, pour moi, c'est transformer un vêtement en autre chose. Et le sur-mesure, non, parce que c'est un métier. Moi, j'encourage plutôt les gens à aller voir la couturière ou le couturier du quartier, parce qu'il y a plein de gens qui ont des savoir-faire fabuleux, qui savent reprendre des pinces qui ne sont pas bien placées, refaire une ceinture si elle est trop lâche. Donc, je trouve ça plus intéressant de relayer ces savoir-faire. Mais Catherine, tu voulais dire quelque chose? Vous voulez peut-être compléter? Ah, on t'entend plus, Catherine. Enlever mon micro, voilà. Me revoilà. Oui, le sur-mesure, mais quand on parle de sur-mesure, évidemment, il y a plusieurs degrés. Hein. Se faire un petit top simple, un peu genre box avec 100 pinces, c'est tout à fait faisable, même à la couture à la main. Après, se faire un manteau, ça demande effectivement beaucoup de savoir-faire et c'est pas à la portée de tout le monde. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé encore et qui fait partie aussi de nos ateliers de sensibilisation, c'est comment entretenir ces vêtements. Parce que c'est bien joli de les réparer, mais autant éviter de les abîmer, et notamment au moment de l'entretien, et notamment au moment du passage en machine.
faut savoir que certains vêtements n'ont pas besoin d'être lavés plus d'une fois par an. Par exemple, tout ce qui est en pure laine vierge, la laine, c'est le poil de l'animal et les moutons ne prennent pas de douche. Donc, a priori, il suffit, par exemple, pour un pull, de le laisser aérer à la fenêtre. Si jamais, s'il a des taches, on frotte un peu la tache avec une éponge ou un chiffon doux. Et ça suffit. On peut porter le même pull toute une saison, sauf si on a vraiment transpiré dedans. Mais en principe, un petit passage à l'air frais, ça suffit. Les adeptes, les aficionados des beaux jeans japonais ne lavent jamais leurs jeans. C'est une hérésie de laver un jean, par exemple. Oui, les toiles selvage, on ne les lave pas. Ou alors, on les lave une fois par an, en les laissant tremper dans la baignoire à l'eau froide, sans savon. Et ensuite, voilà. Donc, ne passez pas vos vêtements en machine trop souvent. Alors, évidemment, bien sûr, les t-shirts, les sous-vêtements, bien sûr, il faut les laver à chaque fois. Mais tout le reste, franchement, on n'a pas besoin de laver autant. Autrefois, nos grands-mères, elles ne lavaient pas. Quand il y avait la lessive, c'était une fois par saison. On gardait les draps et on les lavait une fois par saison. Je ne parle pas du lavoir, je parle encore des années 50, avant l'arrivée des machines à laver finalement. On ne faisait pas la lessive tous les jours. Donc voilà. Donc, pour bien entretenir ses vêtements, pas trop de lavage, en tout cas pas à l'eau au-delà de 30 degrés. Même en temps de Covid, ça suffit. Et faire attention aux produits qu'on utilise, bien sûr. Et faire attention aussi au repassage, parce que le repassage abîme énormément les tissus. Ouais, moi, j'ai une addition à faire, c'est l'essorage. Ah oui. Aujourd'hui, on a des machines qui essorent à 2000 tours quasiment. C'est 1400, 1200, c'est énorme. Et ça abîme beaucoup, beaucoup le linge. Pourquoi on a des machines qui essorent aussi vite? C'est parce qu'il y a des sèche-linges. Et que si on veut pouvoir sécher son linge, ce qui n'est pas recommandé en machine, le sèche-linge, il ne va pas supporter une lessive, du linge qui n'a pas été suffisamment essoré. Ça va être des heures et des heures et des heures. Donc, les machines à laver essorent beaucoup plus vite. Sauf que ça abîme le linge parce que ça crée des frottements. Ça détend beaucoup toutes les pièces qui contiennent du lycra. Malheureusement, il y a beaucoup de vêtements qui en contiennent, notamment les sous-vêtements et les jeans. Alors aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver un jean qui n'a pas du lycra. Tout ça, c'est à cause du slim. Parce qu'il y a quelques années, c'était la mode du slim très serré, mais il fallait quand même pouvoir faire du vélo. Donc voilà, il a fallu mettre du lycra. Et donc, faire attention à l'essorage. Et éviter le sèche-linge parce que… Tu conseilles combien du coup pour l'essorage? Parce que c'est vrai qu'on a un bouton qu'on peut choisir. Donc, tu conseilles combien de tours? Les lainages, quand on doit les laver une fois par an ou deux, c'est vraiment le minimum. Et il faut les faire sécher à plat. Donc, il faut choisir un jour où on aura la possibilité de bien ventiler la maison ou de les mettre dehors, pas au soleil. Enfin, voilà, c'est un peu délicat. Et puis sinon, 800 tours, ça suffit. 600-800 tours. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est bien ventiler. C'est bien ventiler pendant que le linge sèche. Après, il y a le fait de laver les vêtements à l'envers pour éviter que ça frotte et pour éviter que ça blanchisse. Si on doit laver son jean, par exemple, il vaut mieux le retourner. Traiter les taches ponctuellement et puis le retourner. Même chose pour les t-shirts. Enfin, moi, je lave tout à l'envers. Moi aussi. Parce que ça s'use beaucoup moins vite. Parce que les vêtements frottent les uns sur les autres. Et les pulls ne boulochent pas. La bouloche, c'est pas seulement sur la maille, c'est aussi sur des textiles tissés, sur des toiles tissées. Il y a aussi un dernier point important, c'est les microparticules, les microfibres qui vont s'échapper dans l'eau de rinçage, qui ne sont pas filtrées par les machines pour l'instant. Il existe des filtres qu'on peut ajouter à la machine, mais ce n'est pas intégré de base. Il y a le Guppy Bag, c'est ça Il y a le Guppy Bag, oui, qu'on peut utiliser pour mettre le linge, notamment les vêtements de sport, tout ce qui est en polyester, tout ce qui contient du lycra, tout ça, c'est bien de le mettre dans le sachet. Guppy Friend qui a un tissage spécial qui vraiment retient
ces microfibres qui ne vont pas s'ajouter à la pollution des océans et à nourrir les poissons qu'on mange après. Donc, si on ne veut pas manger du plastique, La chaîne est bouclée après, quoi. ouais. Et il y aurait d'autres choses que vous partagez aussi dans les ateliers? Je crois que tu m'as parlé un petit peu aussi des types de matières. Oui, alors chaque atelier, c'est le moment de parler des matières. C'est-à-dire que quand on achète un vêtement, il faut regarder l'étiquette, savoir ce qu'on achète et laisser l'étiquette si possible, si elle n'est pas trop dérangeante. Parce que dans sa seconde vie, si on le donne ou si on le vend, s'il n'y a plus d'étiquette, on ne sait plus comment entretenir le vêtement. Donc parfois, ça coupe la possibilité de le mettre en seconde main. Et donc les matières, il faut les connaître parce que ça va induire le choix qu'on fait de fil pour la réparation, la technique, et puis aussi comment dire, quand on fait ses choix d'achat, apprendre à reconnaître les matières et à les toucher, c'est important. Donc on profite des ateliers pour faire de l'information autour de ces sujets. Nous éduquer, c'est bien. Ouais, bah, super. Alors, il y avait une citation, tu sais, Catherine, que tu as mis dans le guide. Ouais. L'acte de coudre est un processus de réparation émotionnelle. C'est Louise Bourgeois qui a dit Oui, ça. grande artiste. Ben oui, elle a travaillé, elle aussi, elle a fait des grandes sculptures gigantesques, mais elle a travaillé aussi sur des petits travaux d'aiguille, de broderie, comme on disait, des travaux de dames. Oui, moi, ce que je retiens de cette phrase, c'est qu'effectivement, quand on brode et quand on fait un travail avec ses mains sur un petit espace comme ça, entre les yeux, les mains et finalement un bout de tissu, on rentre en fait en méditation. C'est une sorte de voilà, on s'ouvre à d'autres univers, d'autres espaces. Et cette méditation, elle est très importante aujourd'hui, où on est dans un perpétuel vacarme, dans des partages d'écran. Depuis le confinement, on est tout le temps dans des visioconférences. Enfin, les cerveaux sont en ébullition. Et de prendre ce temps comme ça, personnel, très intime, oui, très méditatif, finalement, ça apporte beaucoup, ça soulage beaucoup notre cerveau, simplement, physiquement, mais notre âme aussi. Voilà, moi, c'est la dimension de l'âme que j'appelle. Voilà. Donc, la réparation, le rapport avec son vêtement, c'est profond, en fait. C'est psychologique, spirituel même. Ouais. Et pour toi, Isabelle, qu'est-ce que ça t'apporte justement d'être dans l'autonomie vestimentaire et qu'est-ce que les personnes qui le font t'ont partagé de leur expérience aussi? Qu'est-ce que vous avez pu voir et vivre? C'est un peu récupérer sa liberté de choix, de faire durer. C'est frustrant pour beaucoup de gens qui ont participé aux ateliers. C'est frustrant de devoir se séparer d'un truc, d'un vêtement parce que il est plus fonctionnel parce qu'il manque des boutons et qu'on ne sait pas le faire et qu'on n'a pas pris la peine de chercher les boutons de remplacement. Enfin voilà, c'est un processus qu'il faut mettre en route. Et donc l'idée, c'est de commencer par un bout et d'accepter de ne pas bien savoir. En fait, je pense que c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que ça nous met face à des incompétences. Et les incompétences, c'est un moment de possibilité de s'améliorer et d'apprendre et de découvrir. Donc, je pense que c'est ça qu'on rencontre quand on s'approprie un peu ces gestes qu'on a oubliés. Et il y a des garçons qui ont participé aux ateliers que j'ai organisés chez Homecore qui m'ont dit bah, c'est super, maintenant j'ai plus besoin de demander à ma mère ou à ma copine une forme de fierté, quoi. Et je trouve que c'est toujours très positif, même si chaque personne qui est venue aux ateliers ne va pas se mettre à réparer tout ce qu'elle a. La plupart m'ont indiqué qu'ils allaient faire la démarche d'aller vers leur couturier de quartier. Parce que ça permet une prise de conscience. Et ça, c'est des changements qu'on voit là vraiment advenir par rapport à tout ce qui se passait ces 10 dernières années.
le fait d'aller justement, comme tu dis, faire réparer ses vêtements chez un artisan qui a les savoir-faire, finalement, c'est un progrès pour notre civilisation. Ouais. Et c'est drôle parce que c'est un truc qu'on fait pour les chaussures. La plupart des gens vont chez le cordonnier pour faire réparer un talon de chaussure qui est usé, pour faire une semelle, pour la faire durer. Parce que investir dans une paire de chaussures, ça suppose quand même qu'on la porte plus d'une saison. Or, pour un pantalon, faire un ourlet, c'est toujours une histoire. Alors qu'un couturier de quartier va le faire pour moins de 10 euros. S'il y a un revers à faire, si c'est un peu plus compliqué, bon là, évidemment. Mais un ourlet standard, c'est pas cher. Et ça permet de continuer à porter le vêtement. La fermeture éclair, remplacer une fermeture éclair, c'est pareil, c'est 6-7 euros, c'est le couturier du coin. Et il est à côté, c'est comme le boulanger, hein, il y en a partout. C'est vrai, on ne fait pas forcément attention, mais ils sont pas loin. Et ben, ils sont là, il suffit d'aller les voir. Oui, il y en a plein. Ouais. Il y en a plein, ouais, c'est ça. Et souvent, ils ne payent pas de mine, c'est pour ça qu'on les voit pas. Ça, c'est pas très... Les devantures ne sont pas toujours très attractives. Oui, il faudrait qu'ils modernisent un peu leur... mais bon. Il y avait une phrase, je ne sais plus qui, l'une de vous l'a dit, c'était le fait de réparer son vêtement, c'était une manière de se réparer soi-même et aussi de réparer le monde. C'était une belle métaphore, en fait. C'est une phrase que j'ai dite, oui. Voilà, mais je trouvais que c'était... Beaucoup de gens peuvent reprendre à leur compte et que, voilà, c'est pas une invention, mais c'est la vérité. Non, c'est vrai que c'est revenir finalement à quelque chose de matériel pour se reconnecter à soi. En fait, ce que tu disais, c'est important, ouais, de retrouver finalement, de se rappeler la complexité de ce que c'est de faire un vêtement. Ne faire qu'une fois un vêtement, ça permet de se rendre compte de tout ce qu'il y a comme étape à faire, de la complexité, de ce que ça implique vraiment de faire un vêtement, quoi. Donc, c'est une expérience à vivre. Moi, j'avais fait des cours de couture et j'avais trouvé ça hyper intéressant. On dessine et après, on le voit se matérialiser. On est fiers de nous, comme tu disais. Le passage de la 2D à la 3D. C'est un processus. C'est un processus et dans la vie qu'on mène, c'est rare d'être en connexion avec un processus. On le voit quand on fait la cuisine. Les gens sont très, très attirés par le fait de faire de la pâtisserie, de faire de la cuisine, parce qu'il y a cette idée de processus, de transformation. Puis il y a aussi un temps. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire une étape avant l'autre, quoi. Ça apprend la patience, je trouve. Il y a cet enchaînement qui est intéressant. Ce que je voudrais dire par rapport à une petite phrase, enfin une découverte que j'ai faite grâce à mon amie Isabelle Caparros, parce qu'on travaille sur la réparation et tous ces termes. On a découvert que le mot ravauder, il a pour étymologie la notion de réparer une bêtise. D'accord. Et donc, quand on ravaude ses vêtements, là maintenant, aujourd'hui, on répare vraiment le monde parce qu'on a eu un tel impact jusqu'à aujourd'hui que si on ne fait rien, ça va être impossible. Donc, chacun qui peut faire un petit geste de recoudre un bouton, répare vraiment le monde. Ouais. C'est beau. Et sauve l'humanité. Presque. C'est le principe du colibri. Ouais. Ah oui. Et donc, du coup, alors on peut rebondir sur ça. Quel est l'impact finalement positif de l'autonomie vestimentaire sur la planète, la société? Est-ce que vous avez envie de rajouter certaines choses C'est ce qu'on disait quand on a préparé. C'est apaiser le monde pour une mode apaisée, mais un monde apaisé, des esprits apaisés, une humanité apaisée, une humanité qui retrouve sa place au cœur du vivant, qui arrête ses compulsions d'achat. Voilà. Pour moi, c'est bon, sans tirer sur le capitalisme qui est malheureusement notre façon de fonctionner, j'espère pour plus très longtemps, mais pour le moment, c'est encore elle. C'est encore le capitalisme qui nous mène. Tout est politique, en fait. Et moi, je pense que l'autonomie vestimentaire, c'est un des impacts importants pour passer au monde d'après, comme on dit dans les milieux de la transition écologique. Ouais, moi, ce que j'aimerais dire, c'est parler du temps. En fait, dans ce monde, on est dans une frénésie. La fast fashion nous a entraînés avec des collections qui arrivent, qui nous bombardent et qui nous font penser que d'une semaine à l'autre, on n'est plus tendance parce qu'on n'a pas le dernier truc et que voilà, qui a été
la plupart du temps copier sur des créations qui ont bien plus d'intérêt. Donc, il y a cette idée de temporalité et c'est reprendre possession de son rythme. C'est-à-dire, quand est-ce que j'achète des vêtements? Quand j'en ai besoin. Combien de fois par an j'en ai besoin? J'ai des pièces en ma possession. Si je prends le temps de faire le tri régulièrement, d'aérer pour ne pas avoir des mythes, et de profiter d'un moment chez moi pour ranger, je vais découvrir tout ce que j'ai, je vais combiner les pièces entre elles, et donc je vais être autonome pour faire durer encore mon vestiaire et ne rajouter que quelques pièces. Et là, je pourrais m'offrir peut-être une jolie robe faite par un créateur ou une créatrice. Et voilà, c'est cette histoire de temps, de ne pas être tout le temps dans la frénésie. Et même le fait de réparer, c'est prendre le temps, s'asseoir, prendre une aiguille, 10 minutes, recoudre un bouton. Oui, absolument. Et donc, qu'est-ce qu'on dirait justement aux personnes potentiellement qui nous regardent et qui pensent que réparer ou créer des vêtements, c'est compliqué? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour oser quand même se lancer et faire le pas, quoi, Alors, on peut leur dire de venir à nos ateliers, là, parce Voilà. on a quelques-uns qui arrivent, notamment samedi et dimanche à la Fondation Good Planet. On aura un stand vers le grand public avec Fashion Révolution France, et Isabelle nous fait l'honneur de venir faire un atelier de démonstration avec Good Gang Paris. Donc ça, c'est à la Fondation Good Planet, samedi et dimanche entre 11h30 et 13h30. Et notre première soirée Fashion Révolution France de l'année, confinement oblige, qui aura lieu le 7 octobre à partir de 18h chez Relais Curieux dans le 3e. Ça, il faut suivre nos réseaux sociaux. Voilà, Fashion France. Ouais, Fashion France sur Instagram et Fashion Révolution France sur Facebook. Et voilà, et je crois qu'Isabelle a dans son petit sac de couturière plein d'ateliers qui viennent dans un futur assez proche. Donc, oui, je vais programmer très bientôt des tricobières. Si on n'est plus empêché d'aller au bistrot, en tout cas, je m'arrangerai pour que ça soit fini à 22h. L'idée, c'est de faire des rencontres un peu informelles pour apprendre à tricoter ou pas tricoter, boire de la bière ou autre chose et discuter un peu de toutes ces histoires de réparation, de mode durable, d'environnement, etc. Et puis des ateliers qui seront en préparation aussi. Là, on cherche les endroits appropriés. C'est compliqué avec les histoires de Covid, parce que voilà, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut pour l'instant. Et en ligne, c'est envisageable ce genre d'atelier pour aider les gens en ligne ou pas? Alors moi, j'ai un peu de mal avec ça parce que j'ai vraiment besoin de la rencontre. Je trouve que c'est intéressant. Et puis les ateliers, c'est plusieurs personnes qui n'ont parfois rien en commun qui viennent se retrouver. Et ça crée des choses intéressantes. Et moi, ça me manque beaucoup. Donc, je ne me résous pas à faire des ateliers en ligne. D'accord. Et est-ce que ceux qui nous regardent encore, vous avez des questions pour Isabelle et Catherine? N'hésitez pas. Il y a une question justement, quand sont les prochains ateliers par Aurélia? Donc du coup, la réponse a été donnée. Voilà, donc s'il y a d'autres questions, si vous avez envie d'approfondir un point qui a été évoqué, voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez conclure, en attendant, si vous avez envie de faire un petite anecdote sur... Isabelle, tu m'avais parlé d'un petit garçon qui était venu à un de tes ateliers. J'avais trouvé que c'était une jolie histoire. Oui, ça c'était le temps de Bordeaux. C'était pendant un événement Mille et une mains qui était créé pour le festival Chahut. Donc ça se passait à Saint-Michel, qui est un très beau quartier de Bordeaux, très populaire, sur la place Saint-Michel, qui est un endroit où les enfants vont jouer. Et donc nous, on s'était installés pour faire un tricot dating. C'était un truc un peu fou, qui était une invitation à raconter des histoires de tricot en échange de quelques rangs sur un ouvrage collectif. Et donc, on s'est installé dès le matin avec nos tables. Et il y a deux petits garçons qui arrivent d'une dizaine d'années
l'air un peu patibulaire comme on peut l'être à 10 ans, parce qu'ils étaient empêchés de jouer au ballon et ils viennent nous voir, ils nous disent mais qu'est-ce que vous faites là, c'est quoi votre truc? Et donc j'explique, on va tricoter, si tu veux, tu peux venir apprendre. Oh, ben, il me dit, mais c'est gavé difficile. Parce qu'à Bordeaux, on dit gavé pour dire super difficile. Et donc je dis, mais non, tu peux, si je te montre, tu vas savoir le faire. Si je ne te montre pas, tu ne sauras jamais. Bon, bah, effectivement, ce sera difficile. Puis il s'en va, a l'air complètement désabusé. Et il revient un moment après. Et là, il me dit, alors, tu peux me montrer Donc, je dis, bah oui, assieds-toi. On partage un petit gâteau, tout ça. Et puis, je lui montre. Et il refait les gestes très facilement. Donc, il fait un rang, 2 rangs, et puis il me regarde et me dit, mais c'est gavé facile, en fait. Et donc, il avait appris à tricoter, tout en discutant un peu. Et juste quand on était en train de papoter, il y a la directrice de l'école du quartier qui arrive avec un air complètement abasourdi. Enfin, je la vois de loin avec une drôle de tête. En fait, il se trouve que ce petit garçon, c'était un peu la terreur de la cour de récréation et que le voir tricoter comme ça avec nous, c'était tout à fait improbable. Et ce qui est très joli pour finir, c'est que en fait, l'idée, c'était d'échanger. Moi, je t'apprends à tricoter, toi, tu me racontes une histoire que je vais noter dans mon carnet. Et donc, j'ai demandé à ce petit garçon s'il avait une histoire à me raconter avec le tricot ou avec des vêtements, la broderie, tout ça. Et il me dit, ah oui, ma grand-mère, elle m'avait fait un bonnet et une écharpe quand on est parti, donc il venait de Bulgarie. J'avais 3 ans, mais j'ai perdu mon écharpe. Et il était vraiment triste de me raconter ça, parce que vraisemblablement, il y tenait beaucoup à son écharpe. Il y avait vraiment un geste d'amour, c'était plus qu'un vêtement. Et il m'a raconté que son papa, son métier, c'était de faire les vêtements traditionnels. En fait, il était couturier, il brodait des vêtements traditionnels. Et je pense que ce petit garçon, ces histoires-là, il les avait jamais racontées à personne. Ah ouais. Donc c'était un beau cadeau. Moi, c'est une belle histoire en tout cas. Et donc, les hommes sont les bienvenus aussi. Du coup, Oui, c'est très compétent. Pas que pour les femmes. Non. Les enfants aussi. Waouh, c'est super joli comme histoire en tout cas. Bah écoutez, il n'y a pas eu d'autres questions. Donc, je pense que ça a plu. Il y a une personne qui a fait une remarque. Isabelle, le collectif crée des liens, une fibre très durable. Voilà, c'était le joli mot de la fin, on peut dire. Bah, merci en tout cas d'avoir pu nous apporter votre regard sur l'autonomie vestimentaire, votre expérience et nous expliquer aussi où on peut le faire. Et du coup, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du talk show. Vous avez toutes les dates des prochains ateliers, du coup, ce week-end, Good Planet, et le 7 octobre, donc à Paris, pour ce qui nous concerne. C'était quoi déjà? L'heureux curieux? Non, c'est ça? Relais Curieux, c'est un concept store. Voilà. Et d'ailleurs, on est ravis de t'accueillir, Natacha, pour la signature de ton livre avec ta co-autrice, Oui, dont je dis le nom. J'oublie son nom, mais c'est Alice Lehou. Voilà, Alice. Voilà. Donc, tu viendras lors de la soirée Fashion Révolution France pour raconter ton livre et pour vous rencontrer, ceux qui sont à Paris du coup, et je serai aussi à Lyon ce week-end, donc toujours pour toujours démocratiser cette mode éco-responsable, sensibiliser. Et pour ceux qui n'ont pas encore le guide, il est toujours disponible sur le site de la FNAC et le site des Places des Libraires si vous voulez l'acheter près de chez vous, et sur le site modeécoresponsable.com pour en savoir plus. Donc, ce talk show sera en rediffusion donc, sur la chaîne Poesia Channel pour ceux qui souhaiteraient le revoir. Voilà, merci beaucoup à tout le monde et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir et merci Natacha. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Si ce contenu t'a plu et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne Poesia Channel, abonne-toi dès à présent pour recevoir une notification pour les prochains épisodes pour devenir toujours plus un consommateur. À très bientôt!